Bienvenue à la mise à jour de l'équipe de santé publique dimanche. Je suis Devika Dixit et je suis un consultant avec l'équipe. Vous avez déjà vu cette présentation en anglais par Dr. Esther Tan et Jamie Jablonowski, mais c'est la version française aujourd'hui. Alors, on va discuter la liste de contrôle de compétences de vaccination de l'ONU pour lancer une campagne de vaccination et aussi discuter la gestion de l'anaphylaxie potentielle après la vaccination de COVID. Pour le résumé de la présentation, je vais toucher sur trois sujets. Le premier, c'est la mise à jour sur les efforts de vaccination. La deuxième, c'est l'outil d'auto-évaluation des compétences en matière de vaccination. Et la troisième, c'est la prise en charge de l'anaphylaxie. Alors, pour la mise à jour sur les efforts de vaccination de COVID, comme vous savez, le secrétaire général encourage les membres de l'ONU d'accéder les vaccins des programmes nationaux et pour ce raison, ils sont la priorité. Mais s'il y a des cas où la capacité est réduite, où on ne peut pas accéder les vaccins, l'ONU sera disponible pour l'approvisionnement et l'administration des vaccins. Alors, les pays seront priorisés par ordre du cadre des directeurs et directrices médicaux de l'ONU. Un coordinateur local du déploiement des vaccins doit être identifié. Les autres directives utiles et ressources de communication vont venir et les détails des groupes priorités seront partagés. Merci à tous qui ont déjà complété le sondage. C'est presque terminé pour qu'on peut comprendre l'état de préparation pour la vaccination. Pour le groupe of friends qui est en place là, c'est vraiment les données des États membres et vous avez probablement entendu dire que l'Inde et la Chine ont gentiment offert des vaccins déjà. Alors ici, il y a deux sites qui sont importants que vous pouvez aller pour chercher plus d'informations sur la vaccination contre le COVID. Alors ici, c'est important pour tous les personnels parce qu'on doit compléter un cours de OMS sur la vaccination de COVID. Si vous allez à le site ici, vous allez voir que c'est en anglais, mais vous pouvez changer ça à français et puis inscrivez dans le cours français. Ça prend environ 3 heures, mais c'est très important de compléter ce cours. Maintenant, je vais discuter l'outil d'auto-évaluation pour des compétences pour la vaccination. Et vous pouvez voir ici, c'est en anglais et on va traduire ça en français, mais je vais discuter les différentes compétences ensuite. Alors, l'outil d'auto-évaluation, c'est pour tous les personnels de santé qui administrent la vaccination. Et vous pouvez faire cette auto-évaluation et puis votre superviseur peut également revoir vos compétences. Et si c'est le cas qu'une amélioration est nécessaire, vous pouvez élaborer un plan d'action pour aider à atteindre le niveau de compétence qui est requis pour faire les vaccinations. Alors, les compétences sont divisées. Le premier, c'est pour l'éducation des patients et c'est très important parce que c'est un nouveau vaccin vraiment ou des vaccins nouveaux. Alors, on doit être avec le patient et établir le rapport. On explique quel vaccin sera administré, répond à des questions et vérifie que le patient comprend l'information qui a été fournie. C'est autant important d'assurer que le patient a donné un consentement éclairé et qu'on a vérifié les contre-indications au vaccin, que je vais discuter dans la prochaine diapositive.
Aussi, on donne l'avis après les instructions d'entretien. Alors, pour les contre-indications et d'autres considérations, il n'y a pas beaucoup, mais c'est important de comprendre les exemples ici. Alors, une réaction allergique grave à un précédent vaccin de COVID ou à des ingrédients du vaccin, c'est une contre-indication. Les autres choses comme l'âge, la grossesse, l'allaitement sont des autres considérations dépendant de quel type de vaccin est donné. C'est important qu'on ne donne pas le vaccin de COVID s'il y a moins de 14 jours qui a passé et la personne a eu une autre vaccin. En autre mot, la personne était récemment vaccinée. C'est aussi important de comprendre que le fabricant de la première dose à ce moment doit être le même fabricant pour la deuxième dose. C'est la recommandation de l'OMS à ce moment. Vous pouvez aussi consulter les conseils du fabricant car les données et les recommandations peuvent varier dépendant du fabricant. Pour compétence B, on parle des protocoles médicaux et administratifs. Alors, on identifie l'emplacement des protocoles médicaux dans la clinique, identifie l'emplacement, l'administration et l'utilisation appropriée de l'épinéphrine, et je vais parler plus de ça dans un moment. Et puis, maintenir la certification de RCR, c'est la réanimation cardio-respiratoire. Et c'est important que sa certification soit maintenue. Aussi, on doit connaître comment signaler les accidents d'exposition du sang avec des aiguilles ou des seringes et tenir un journal de ces blessures. On doit connaître les principes de la manipulation des vaccins et c'est un exemple ici dans la photo, c'est l'entreposage frigorifique. Pour compenser, c'est la préparation des vaccins. Alors, c'est important d'effectuer l'hygiène des mains. On doit vérifier la température du réfrigérateur ou du congélateur. On vérifie la date d'expiration du vaccin et c'est vraiment important d'assurer que le stock est utilisé avant la date d'expiration. On choisit la bonne taille d'aiguille, mais on doit maintenir une technique aseptique. On inverse le flacon comme est montré ici et prélève la dose correcte et revérifie l'étiquette du flacon. Chaque fois, on prépare une nouvelle seringue et une aiguille stérile. Pour la compétence D et E, on parle d'administration de vaccins. On revérifie la prescription et les instructions. On effectue l'hygiène des mains. Et c'est important de comprendre ici, pour le vaccin, on ne doit pas porter des gants. C'est pas nécessaire. Mais si vous décidez de porter des gants, vous devez utiliser un gant pour chaque personne. Alors, ça doit être changé pour chaque patient et on doit, en addition, effectuer l'hygiène des mains. On doit sélectionner une aiguille appropriée pour faire l'injection intramusculaire. On positionne le patient et identifie correctement le site d'injection. Et on peut voir ça ici, c'est le procès acromion de l'eau humérus. Et on prend 2 doigts et en dessus de ça, c'est l'injection dans le muscle deltoïde. On peut voir ici avec le triangle. On ne veut pas faire l'injection plus bas comme ici, par exemple. On veut vraiment être dans la correcte position ici. Avant de donner l'injection, on prépare le site avec une
jets alcoolisés en effectuant un mouvement circulaire et on doit laisser l'alcool sécher avant de donner le vaccin. On continue maintenant avec l'administration. Alors, comme vous pouvez voir ici dans la photo, on contrôle le membre avec une main non dominante et on met l'aiguille à 90 degrés pour l'injection intramusculaire. On injecte le vaccin avec une pression constante et puis, quand c'est fini, on enlève l'aiguille et on applique une légère pression sur le site de vaccination à l'aide du gauze et on peut mettre un pansement, par exemple, si on a besoin. Puis, on jette l'aiguille et la seringue dans un contenant pour les objets tranchants pour qu'on n'ait pas de blessures. On élimine correctement le flacon de vaccin aussi. Et on va parler de ça plus après, mais c'est vraiment important de faire la surveillance pour tout signe allergique et prendre des mesures nécessaires immédiatement si il y a une suspicion d'anaphylaxie. C'est aussi important pour compétence F de compléter les procédures d'enregistrement. On doit faire la documentation complète pour la vaccination dans le dossier du patient et puis donner la documentation au patient. C'est autant important de dire au patient quand il doit revenir pour la deuxième dose du vaccin. Alors, pour les équipements protectifs individuels qui sont recommandés pour la vaccination, pour les agents de santé qui vont donner le vaccin, ils doivent porter un masque médical et comme j'ai dit avant, on ne doit pas porter des gants. Pour les patients, ils doivent porter un masque médical ou un masque médical ou un masque en tissu. Maintenant, on va discuter la prise en charge de l'anaphylaxie potentielle après la vaccination de COVID. Et juste pour dire encore, l'anaphylaxie, c'est une réaction allergique aiguë et potentiellement mortelle qui a été reportée dans certains cas des vaccinations de COVID. Alors, le traitement médical approprié pour les réactions allergiques sévères doit être immédiatement disponible. Alors, l'équipement d'urgence suivant doit être immédiatement disponible pour l'équipe clinique évaluant et prenant en charge d'anaphylaxie. Alors, ce diapositive, c'est en anglais, mais c'est important de savoir qu'ici, je vais discuter toutes les choses qu'on doit avoir au site. Et c'est vraiment l'épinéphrine et on doit avoir au moins 3 doses d'épinéphrine pour que s'il y a un problème, on peut donner ça immédiatement. Aussi, des médicaments comme dimenhydramine, c'est une antihistaminique H1. Ça peut être peut-être aussi là sur le site. En addition, les choses comme le brassard de pression artérielle, le stéthoscope et quelque chose pour vérifier le pouls, c'est important. Il y a des autres choses ici qui sont aussi potentiellement importantes. Avoir des choses comme le kit intraveineux, kit d'intubation, un masque de poche avec une taille adulte, avec une valve à ondes, des choses sont aussi importantes. Mais s'il y a une chose, c'est vraiment l'épinéphrine qui est critiquelle. Alors, pour la période d'observation après le vaccin. Alors, pour les personnes qui ayant des antécédents de réactions allergiques
immédiate de toute gravité à un vaccin ou à un traitement injectable, ou anaphylaxie, n'importe quoi la cause, on observe ces personnes pour 30 minutes, mais toute autre personne doit être observée pour seulement 15 minutes. Alors, si vous avez une réaction au site d'injection, ces personnes avec le gonflement juste à le site, ils doivent être étroitement surveillés pour le développement des symptômes généralisés. Alors, on a parlé avant de la période d'observation de 15 à 30 minutes, mais si vous avez quelque chose comme ça, on doit observer le patient pour plus longtemps et ça vraiment dépend de situation clinique. Je ne vais pas discuter tout ça, mais il suffit à dire que les signes et les symptômes d'anaphylaxie sont ici. Ça peut être la peau, les voies respiratoires, le système circulatoire et le tractus gastro-intestinal. Mais c'est important de regarder cette diapositive aussi. Alors, l'anaphylaxie, comme j'ai dit avant, ça survient souvent dans les 15 à 30 minutes suivant la vaccination, mais de temps en temps, cela puisse parfois prendre plusieurs heures avant que les symptômes n'apparaissent. Alors, les premiers signes d'anaphylaxie peuvent ressembler à une réaction allergique légère. C'est pour cette raison qu'on va regarder des personnes avec des réactions locales pour plus longtemps, par exemple, comme j'ai juste dit. Et aussi, tous les symptômes énumérés ne sont pas nécessairement présents lors de l'anaphylaxie et tous les patients ne présentent pas avec des réactions cutanées. Alors, c'est très important de comprendre ce diapositive ici sur la prise en charge de l'anaphylaxie et on doit penser que quelqu'un a l'anaphylaxie s'il y a des symptômes généralisés comme j'ai décrit avant. Alors, l'urticarie généralisée ou plus d'un système corporel, ça peut être le cardio, le gastro-intestinal, tous les systèmes que j'ai mentionnés avant. Alors, si on a des symptômes généralisés, on fait les 3 étapes. On donne l'épinéphrine, on contacte les services médicaux d'urgence et on transfère le patient vers un niveau de soins supérieur. On ne peut pas garder le patient là dans la clinique où on donne le vaccin. Alors, pour l'évaluation qu'on fait initialement. En anglais, c'est le ABC, mais on a changé ça maintenant à CAB. Vraiment, on regarde la circulation, la voie aérienne et la voie respiratoire et le status mental. S'il y a des problèmes, on doit donner l'épinéphrine, comme j'ai dit, et on appelle le service médical d'urgence. Quand on attend pour ça, on peut placer le patient sur le dos avec le pied surlevé, mais les exceptions sont les obstructions de voie respiratoire supérieure, le vomissement ou la grossesse. Dans ces cas, on va placer le patient sur le côté gauche. Alors, pour l'épinéphrine, c'est montré ici avec un auto-injecteur. Le dose, c'est 0,3 mg intramusculaire et le dose maximale d'adulte, c'est 0,5 mg. Et on peut répéter ça tous les 5 à 15 minutes pour qu'on a besoin pour contrôler les symptômes en attendant les services médicaux d'urgence. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'au moins 3 doses dans une location.
Alors, c'est vraiment important ici pour les antihistaminiques et les bronchodilatateurs que c'est pas du tout le traitement de première intention. Et si on donne ces médicaments ici, ça doit être surtout après l'épinéphrine. Euh, et c'est parce que si on donne l'antihistamique avant, on peut peut-être retarder l'utilisation de l'épinéphrine. Aussi, s'il y a quelqu'un avec obstruction des voies respiratoires, on ne veut pas mettre des choses dans la bouche. Aussi, vraiment, on a vu des décédés associés avec l'utilisation des antihistaminiques parce que ça retarde qu'on donne l'épinéphrine. Alors, juste encore, le plus important médicament, c'est l'épinéphrine et assurer qu'on on regarde la circulation, la voie aérienne et la voie respiratoire et l'état mental. Alors, pour des populations spéciales, pour les adultes âgés, il n'y a pas de contre-indication pour les vaccins. Et pour les personnes enceintes, on les traite comme les patients non anciens. On veut surveiller, bien sûr, les traitements, la perfusion adéquate et surveiller le fœtus de près, mais c'est tout. Pour des patients qui ont eu une réaction anaphylactique après la première dose de vaccination de COVID, comme j'ai dit avant, on doit leur informer de ne pas recevoir de doses supplémentaires. Ces patients doivent être référés à un allergiste ou immunologiste pour un bilan approprié et des conseils supplémentaires. D'autres populations sont des populations immunodéprimées et quelqu'un qui a été infecté par le COVID avant. Pour les gens qui ont été déjà infectés, on peut encore donner le vaccin. Alors, pour en plus savoir, il y a plusieurs autres choses à la fréquence d'anaphylaxie. C'est pas très fréquente, mais ça a été arrivé à quelques gens, alors on doit être connaissante de comment on peut traiter l'anaphylaxie. La durée de la protection, on n'est pas sûr maintenant, mais la recherche va probablement donner nous une réponse quand on sait plus. Pour l'intervalle de dosage recommandé, c'est de 8 à 12 semaines entre les deux doses. Et il n'y a pas de quoi, on n'a pas besoin d'un test avant de prendre la vaccination. Et encore, pour plus d'informations, vous pouvez aller à ce site-là. Alors, merci pour votre attention et bonne journée.